Et donc, Marilyn 2. Marilyn, s'il te plaît, reviens. On a perdu Marilyn. Du coup, on me dit gentiment qu'il faut meubler. Qu'est-ce que je peux raconter Si vous voulez, il y a des questions-réponses. Merci. Je retiens qu'il y a Ikea à côté. Hello. Bon, Ah, est-ce que ça va Marilyn marcher? retrouve. Oui, ça Alors, fonctionne. Je vous la laisse. youpi! Bon, bah voilà, c'est les problèmes techniques, ça tombe bien, c'est le sujet de ma conf. Ok, et ben écoutez, merci tout le monde d'être là et d'être patient pour mon nouveau sujet, Vie ma vie d'agiliste confinée. Alors je me présente, donc je m'appelle Marilyn Cole et j'ai été développeuse, chef de projet et je me suis enfin mis à l'agilité, je suis devenue Scrum Master. Et aujourd'hui, je suis coach agile dans une banque, donc je coach 5-6 équipes et je suis également coach individuel. En parallèle, comme je suis à fond dans l'agilité, j'ai aussi un blog qui s'appelle Vie ma vie d'agiliste où je fais des BD. Je suis conférencière, mais ça vous en doutez, et je suis également maman de 2 petits garçons. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais, vous pouvez aller sur mon site pro marincole.com ou sur mon blog Vie ma vie d'agiliste. Alors, pourquoi ce sujet? En fait, parce que comme beaucoup de personnes, comme vous, le confinement, c'était assez particulier. Moi, je fais partie des gens qui l'ont très, très mal vécu et j'ai eu envie d'écrire. Donc j'ai commencé à écrire une BD d'agilité à l'épreuve du confinement sur mon blog et ça a beaucoup plu et ça m'a aidé en fait à échanger avec d'autres personnes, de retrouver un lien avec des gens, de donner des astuces et je me suis dit aussi que ça pouvait être pas mal pour ne pas oublier cette époque. Et cette conférence, en fait, c'est un bon complément. Alors, je vais traiter 5 phases. La première phase, en fait, c'est petite introduction, préambule. Je parlerai ensuite plus longuement de la phase de confinement. Et je passerai ensuite sur la phase qu'on est en train de vivre actuellement, c'est le déconfinement partiel. Et après, je vous propose qu'on se projette dans le futur, en espérant que ce futur soit proche, c'est-à-dire le déconfinement total. Et ensuite, on échangera sur est-ce qu'il y aura un reconfinement, une deuxième vague. Petit préambule. Alors, petit préambule, donc je suis coach agile et il faut savoir qu'avant le confinement, j'avais pas du tout envie de coacher à distance. J'ai refusé des missions pour ça parce que j'ai eu des mauvaises expériences quand j'étais déjà Scrum Master et chef de projet. Voilà, ça, on va pas rentrer dans les détails, mais ça le faisait pas. En plus, dans le manifeste agile, il y a un des principes qui dit la méthode la plus efficace pour transmettre de l'information est le dialogue en face à face. Et d'expérience, faire des transformations agiles, c'est déjà assez compliqué comme ça. Alors si en plus on a du mal à communiquer, c'est qu'on aime les problèmes. Malheureusement pour moi, ou heureusement, ça dépend du choix, notre président à tous a déclaré le début du confinement le 16 mars. Alors je me suis pris une grande claque. J'ai compris pourquoi, mais j'ai eu surtout, alors déjà je suis désolée pour ce qui est arrivé, je suis désolée pour les morts, et cetera. Donc ça, j'en ai bien conscience. Et à titre assez égoïste et individuel, je me disais: «Zut alors, j'ai jamais appris à coacher les équipes à distance, ça va être chaud. J'ai 2 enfants, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de montrer que je suis compétente, comment je vais faire?» Ben, pas le choix, je vais m'adapter et je vais apprendre. Et là, on rentre dans la phase 1, le confinement. En fait, je me suis rendu compte très rapidement que j'avais besoin de Wi-Fi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la fameuse pyramide de Maslow. C'est une pyramide avec plusieurs étapes où on explique en fait que les êtres humains, d'abord, ils ont besoins physiologiques, c'est-à-dire de manger, dormir, etc. Et après, il y a des besoins de sécurité, etc. Et on a assez rigolé en disant, bah oui, aujourd'hui avec le confinement, les gens sont à fond dans le papier toilette et les pâtes. Moi, j'avoue, ça, c'était pas mon problème, mais c'était le Wi-Fi. Ouais, j'étais une tarée, il me fallait du Wi-Fi. Déjà pour garder un lien avec mes proches, parce que mes parents sont vieux et j'étais très inquiète. Aussi pour les activités personnelles, pour faire des courses, ce genre de choses, des achats. J'étais pas prête, j'étais pas prête à être confinée. Il me manquait des trucs. Et surtout pour les activités professionnelles. Comment garder mon travail, comment être efficace. Et, euh, et au début, en fait, faut savoir que je travaille pour une banque française. Beaucoup d'internes faisaient déjà du télétravail une fois par semaine. Sauf que quand le confinement a été déclaré, tout le monde est passé en télétravail. Et là, au niveau réseau, ça a été la cata. Donc ça, les administrateurs réseau, ils ont fait leur torbouille. Et d'ailleurs, je les remercie parce qu'ils ont
Franchement, ils ont vraiment assuré. Et moi, de mon côté, je me suis dit: «Allez Marine, sois un peu opportuniste, comme il y a des problèmes de connexion, profites-en pour, heu, te former sur autre chose». Donc là, mon manager nous a dit: «Ben, on va utiliser Klaxoon, qui est un outil, de tableau blanc à distance pour faire plusieurs choses». Je connaissais pas, je me suis dit: «OK, j'y vais à fond, je regarde, je teste, j'expérimente». J'ai testé plein de trucs et à ma grande surprise, ça a très bien marché. En parallèle, j'ai aidé mes équipes en leur disant, bah voilà, on a des problèmes de connexion, mais comment est-ce qu'on peut faire? Et les équipes ont été très solidaires, se sont dit, ben, faut qu'on avance. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister les tâches qu'on peut faire dès maintenant, malgré les problèmes de réseau. Heureusement, les problèmes de réseau ont duré à peu près une semaine. Et je me suis vite rendu compte que le télétravail en confinement n'avait rien à voir avec le télétravail classique. Il faut savoir aussi pour la petite histoire, que j'avais jamais travaillé en télétravail. Et moi, je fantasmais sur le télétravail en disant: «Oh, c'est super, on est à la maison, les pieds en éventail, Netflix à côté, hop, 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 c'est la fête, on peut rester en pyjama». Franchement, pour moi, c'était un rêve. Et ben là, c'était pas du tout un rêve. Déjà parce que c'est en confinement et je me suis rendu compte aussi que le télétravail, c'est c'est une vraie organisation. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc il y a 3 axes: trouver un équilibre vie pro et vie perso, trouver un cadre de travail et apprendre à coacher les équipes à distance. Commençons par le petit, équilibre vie pro, vie perso. En fait, j'ai discuté avec d'autres personnes qui avaient l'habitude de faire du télétravail. Je leur ai dit: «Mais comment tu fais? Moi, j'y arrive pas, je deviens folle». Et ce qu'ils m'ont dit: «Mais tu sais, Maryline, moi-même qui a l'habitude d'être en télétravail, là, avec le confinement, ça va pas du tout». Parce que quand on était avant le confinement en télétravail, on avait des horaires fixes. Les réunions commençaient à 9 heures, elles terminaient à 18 heures. Aujourd'hui, en fait, chacun a ses problèmes personnels et les équipes ont besoin de trouver un rythme. Des personnes se lèvent très tôt, des personnes continuent à travailler très tard, des personnes doivent partir en plein après-midi, c'est compliqué. Et effectivement, je me suis vite rendu compte que j'essayais de mener 3 vies en parallèle. Déjà une vie de famille parce que j'ai 2 garçons, de 5 et 7 ans, donc ça bouge beaucoup. Il a fallu aussi que je joue à la à l'institutrice, femme au foyer, donc faire les courses, le ménage et coach agile à temps plein. Et j'ai vite pété un câble. Donc je me suis dit: «C'est plus possible» et alors le petit conseil, si un jour si ça vous re-arrive, peut-être que vous l'avez déjà fait, c'est que jeter en fait l'idée, de vouloir être parfaite. C'est-à-dire une période particulière, c'était pas la peine, je pouvais pas faire les 3 d'un coup. Ça c'était utopique. Donc j'ai priorisé. Alors des petites astuces, par exemple, là on voit la chambre de mes enfants. Donc en fait, je leur ai dit: «Écoutez les enfants, j'en ai marre de faire le ménage, donc faites ce que vous voulez, mais vous êtes dans votre chambre et vous laissez maman travailler». Donc bah, ils ont bien aimé, ils ont fait ce que j'ai dit et comme j'avais la flemme de faire le ménage tous les jours, en fait, je retirais tout ce qui était sur le lit et je mettais tout sur le tapis et c'était plus ou moins propre. Concernant les devoirs, je vais vous dire franchement, on a donné le bac aux lycéens, j'avais pas envie de me prendre la tête. Je leur ai dit: «Écoutez, on va faire le minimum syndical, on fait le minimum des devoirs et c'est parti». Et quand j'avais pas le courage, en fait, de faire la vaisselle, le ménage, la cuisine et cetera, alors ça restait propre, hein, donc le ménage, ça a été fait. Mais par exemple, hop, une petite pizza et puis voilà. Donc mon petit conseil, c'est, même après le confinement, si un jour vous avez du mal à trouver un équilibre vie pro, vie perso, demandez-vous si vous essayez pas de tout faire d'un coup et demandez-vous si vous pouvez pas lâcher prise certaines choses. Ensuite, se fixer un cadre de travail. Effectivement, ça marche aussi post-confinement. Je me suis rendu compte que quand, j'étais à la maison, j'avais trop de distractions. Parce qu'il y a un petit côté, c'est la maison, on est pépère et tout et ça, attention, c'est pas très pro. Donc je me suis fixé un cadre de travail, j'ai pris un bureau, je dis: «Ça, c'est mon bureau. C'est le bureau juste pour travailler, mon petit fauteuil». Je sais qu'il y en a qui avaient besoin d'avoir un double écran, j'ai pris un casque de qualité et cetera et en fait, l'idée, c'est de voir comment instaurer un endroit où on se dit: «Voilà, quand je m'installe à cet endroit, avec ces affaires-là, ça y est, je passe en mode travail». Parce que c'est assez difficile, en tout cas pour moi, c'était assez difficile de me motiver et en faisant ça, après je passais en mode, en mode machine. Et je me suis demandé comment ça se passe pour, mes coéquipiers, vu que moi j'avais eu du mal et je suis restée très à l'écoute, j'ai beaucoup échangé avec eux et je me suis rendu compte que dans mes équipes, il y avait 3 types de profils. Il y avait des personnes d'abord qui étaient très heureux. Alors eux, autonomes, pas de souci. Il y en a d'autres qui étaient perdus et pour ces personnes, ben, je les ai accompagnés et parfois ça peut sembler bête, mais ils avaient du mal, par exemple, en disant: «Bah, j'arrive pas à utiliser cet outil de partage d'écran, je comprends rien, ça marche pas, sur mon ordinateur». Ben, je les ai pris par la main et je les ai aidés et ça leur a fait beaucoup de bien.
La troisième catégorie, c'est des personnes qui se sentaient seules à cause du confinement. Là, par rapport à la solitude, malheureusement, je ne pouvais pas faire grand-chose. Donc, d'ailleurs, si quelqu'un a des idées, vous pouvez demander, mais moi, je n'ai pas trouvé. Et puis après, je me suis posé la question, OK, maintenant, il faut y aller. Maintenant que j'ai mon petit cadre, comment je coach les équipes à distance? Et j'ai testé plein de choses. Et là, maintenant, je vais vous dire, en fait, c'est mon petit retour d'expérience. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Et ben, comme peut-être d'autres personnes, j'ai tout de suite cherché des outils en me disant: «Bah, voilà, il me manque quelque chose, comme je ne sais pas faire, je vais chercher la réponse dans des outils». Bah, ça, c'était une erreur. Je me suis rendu compte qu'en fait, pour pouvoir coacher les équipes à distance, le b.a.-ba, le minimum syndical, c'est d'être un bon facilitateur. Et c'est d'autant plus difficile quand on est à distance. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand on est devant tout le monde en réunion, on peut un petit peu faire des claquettes, vous voyez? On arrive à se débrouiller et pourtant, malgré tout, ça arrive qu'il y ait des personnes qui jouent avec leur téléphone, qui sont sur l'ordinateur, qui rêvassent, qui vous écoutent pas, qui décrochent et là, le facilitateur, même s'il est pas très, très bon, il peut essayer de rattraper le coup. Parce que ça se voit, en fait, quand quelqu'un décroche. À distance, c'est plus compliqué. Vous savez pas si la personne est sur Netflix, si elle est en train de dormir, c'est difficile et quand tous les micros sont coupés, c'est difficile de dire: «Eh oh, il y a quelqu'un». Donc je me suis rendu compte qu'il était important d'être un bon facilitateur et ça tombe bien, pour le coup, j'avais déjà ça en stock. Alors l'écoute active. L'écoute active, c'est très important. Alors l'écoute active, on en entend souvent parler, mais moi je vais vous donner un conseil pour vérifier que vous êtes dans l'écoute active et pour monter en compétence. Quand vous êtes en réunion, qu'il y a des personnes qui parlent, vous les écoutez et ensuite vous reformulez. Vous dites, «Écoute, truc-muche, donc si j'ai bien compris, tu as dit ceci, cela, donc ce que tu voudrais, c'est ça». Et pourquoi c'est intéressant de dire ça? Parce que truc-muche, s'il est d'accord, il va dire: «Oui, c'est exactement ça» et en fait, il va être content parce qu'il va se sentir écouté et ça va donner du rythme à la discussion. Si au contraire, en fait, je suis à côté de la plaque, c'est pas grave, il s'est senti aussi écouté, il va dire: «Ah non Marine, tu t'es trompée, c'est pas ça, c'est ça que je voudrais». Donc là, c'est gagnant aussi de mon côté parce que il a reformulé et ça m'a permis de rattraper le coche. Là où c'est intéressant aussi, c'est pour les autres personnes qui sont à côté. Quand on est en réunion, on est souvent fatigué, surtout en confinement, on enchaîne les réunions et parfois les gens décrochent et c'est humain. Et quand il y a quelqu'un qui reformule et qu'on confirme qu'il a bien compris, ça permet aux personnes voilà, de de retrouver ses petits. Ce qui est important aussi, c'est l'art et la maîtrise du questionnement. Pourquoi? Parce que quand on accompagne des équipes, ce qui est important, c'est d'aider les équipes à brainstormer et à trouver des solutions. Et comment on fait ça? Ben, on pose des questions. Des questions, par exemple: «Et vous en pensez quoi? Et comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que quelqu'un a une solution? Quel premier pas on pourrait faire?» Je ne peux pas aller plus loin parce que sinon ça va un peu déborder, mais grosso modo, poser des questions, c'est ça peut être aussi suggérer des choses, inciter, faire cogiter les gens. Et ce qui est important aussi, c'est, de vraiment aider les gens à être dans l'action. Parce qu'en réunion, sinon on s'ennuie assez facilement. Il y a justement également la gestion du temps et de la parole. Si ça va dans tous les sens, que ça brainstorm, que ça déborde trop, il est important aussi de bien time-keeper. Parce que si une réunion déborde et qu'elle déborde tous, les gens, en fait, ça les fatigue. Je l'ai vu, ils en ont marre. Donc moi, ma petite astuce, c'est que je préparais mes réunions et par exemple, j'avais une réunion d'une heure, j'avais un ordre du jour, je me dis: «Bah, voilà, à la fin de cette heure-là, qu'est-ce qu'on doit obtenir?» Bah, à la fin de cette heure-là, en fait, on a trouvé au moins le sprint goal et les deux-trois user stories prioritaires. OK. Ben, ce que je me dis, c'est au bout de 30 minutes, si au bout de 30 minutes, on n'a rien pondu, je leur mets un petit coup de pression en disant: «Beh, là, faut y aller, faut trouver un sprint goal». Ce qui était important aussi, c'est la dynamique d'équipe. Ce que j'appelle la dynamique d'équipe, c'est quand on est en présentiel, on peut faire un petit peu le clown, on peut gesticuler, visuellement, il se passe des choses. Quand on est à distance, surtout quand la connexion est désastreuse, on a tendance à couper tous les micros et parfois l'orateur, il sent un peu seul et moi, j'ai envie de dire comment on fait pour une dynamique d'équipe? Bah, c'est la voix. Par exemple, j'entends des fois des animateurs qui parlent un peu comme ça. Ça va pas du tout. Non, non, faut pas faire ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir une voix je dis pas qu'il faut être tout le temps enjoué, mais avoir un petit peu de rythme. Quand on explique quelque chose d'important, on peut avoir une voix un petit peu posée, donc élément 1, élément 2, élément 3. Et puis après mettre un petit peu de pêche en disant: «Et donc, vous en pensez quoi?» Pourquoi pas? Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ça, il y a aussi une autre astuce, c'est, de questionner les gens.
Vous parlez et ensuite vous dites: «Et alors, Trucmuche, t'en penses quoi?» Et donc là, ça force Trucmuche à parler. Le but n'est pas de le piéger parce que sinon il va se mettre à l'aise, être mal à l'aise parce que peut-être qu'il est un peu endormi. Donc c'est lui dire: «Et au fait Trucmuche, tu sais, on a parlé, de cette user story et toi tu en penses quoi?» Voilà. Ensuite, je me suis demandé comment être un bon facilitateur et à distance. Au niveau des outils, finalement, c'est plus simple que prévu. Il en faut juste 3. Il y en a un, c'est l'audio, donc pour avoir le son, bien sûr. Le deuxième, c'est un partage d'écran, pour pouvoir projeter des choses, pour que les gens ils puissent échanger dessus. Et là-dessus, chez mon client, on utilisait Microsoft Teams, qui fait très bien le job. Et troisièmement, c'est un tableau blanc. Pour moi, le tableau blanc, c'est hyper important parce que comme on est à distance, il est important de pouvoir faire bouger des choses pour rendre une dynamique et aussi pour que les gens puissent se comprendre. Et le visuel est très, très utile. Et pour ça, on a utilisé Klaxoon. Et sincèrement, si vous avez ces 3 outils-là, je ne parle pas de Klaxoon ou Microsoft Teams, peu importe, un outil où il y a l'audio, un partage d'écran, un tableau blanc, et que vous êtes un bon facilitateur, vous arriverez à vous débrouiller. Autre point important, le manifeste agile disait que rien n'était aussi efficace que la communication en face à face. Et là-dessus, déjà, je vais vous expliquer comment moi j'ai remplacé la communication en face à face, mais avant, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc voici ma définition. Il s'agit d'une communication directe entre deux individus, de manière bidirectionnelle, c'est que ça va dans les deux sens, sans délai, sans intermédiaire et sans traducteur. Grosso modo, vous voyez à côté de mes petits bonhommes, on a bonhomme A et bonhomme B. Donc il y a A qui dit blabla, donc il discute, il dit quelque chose à B, et B n'est pas content. Donc il serre les poings, il a le visage rouge, il est en colère. Et en fait, A voit le visage de B, et c'est là où c'est bidirectionnel, c'est qu'il y a une réponse de B. La réponse de B, c'est que B n'aime pas ce que lui dit A. Et en fait, c'est ça bidirectionnel, c'est que j'envoie un message et l'autre m'envoie une réponse. Ou alors je capte une réponse. Sans délai, c'est que ça doit être rapide, et sans intermédiaire, c'est qu'il n'y a pas un médiateur entre les deux. Sachant ça, comment à distance on peut se rapprocher de la communication en face à face? Déjà, pour commencer, avoir un canal fluide et sans délai, c'est-à-dire avoir une très très bonne connexion. Ensuite, supprimer le maximum d'intermédiaires et apprendre la communication bidirectionnelle volontaire. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Grosso modo, donc on a A, B et C. Donc A dit blablabla. En fait, pour avoir justement une bonne connexion fluide, on leur a demandé de couper à tous la caméra et on leur a demandé de couper le micro, de laisser juste le micro à la personne qui parle. Donc A dit blablabla et B n'est pas content. En fait, B n'est pas d'accord avec l'idée de A. Comme la caméra est coupée et le micro est coupé, que peut faire B? Ben moi, ce que je lui ai préconisé, c'est de mettre un smiley ou d'envoyer un petit gif, de montrer en fait qu'il n'est pas content. Parce que tout le monde n'est pas à l'aise pour ouvrir le micro et dire ben non, je suis pas d'accord. Le fait de mettre un petit émoticône, ben, le message il passe tout de suite. Et la personne, elle n'a pas besoin, voilà, de rompre sa pudeur. Donc B met un petit smiley, il n'est pas content. A dit ah B, pourquoi t'es pas content? Bah vas-y, ouvre ton micro, on va discuter. Et là, A et B parlent. Ok, ils n'arrivent pas à se comprendre. Comment ils vont faire? Eh ben, il ne faut pas oublier que C est là. Donc C, il entend que A et B ne sont pas d'accord. Donc C, il partage son écran, il met un tableau blanc et il fait le médiateur. Il dit, bah, A, tu penses quoi? Petit post-it. B, tu penses quoi? Et grâce au schéma, ils arrivent à se comprendre. Et en général, quand on arrive à se comprendre, on arrive à trouver une solution ou au moins un consensus. Certaines personnes m'ont dit, mais Marine, pourquoi tu préconises de couper la caméra? Déjà, je ne préconise pas, mais chez mon client, dès qu'on mettait la caméra, un peu comme ici, là, en fait, ça rame. Et de toute façon, quand on met la caméra, on n'a qu'une partie du non-verbal. On n'a que le haut, on n'a pas le bas. Après, c'est un choix. Ce que je peux vous dire, c'est que d'expérience, et je l'ai vécu pendant le confinement, on peut tout animer à distance. Moi, je suis formelle. Donc, si quelqu'un a un exemple où il ne peut pas animer quelque chose à distance, ben, qu'il me le dise et on en parle. Pour moi, la seule limite, c'est notre imagination. Et pour démontrer ça, je vais vous montrer quelques exemples de ce que j'ai fait chez mon client. Alors, le b.a.-ba, c'est les daily stand-up et les sprint planning. Là-dessus, on ne s'est pas pris la tête. On utilisait déjà Jira. Donc Jira, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil où on peut mettre des user stories, une sorte de tickets, et ça fait comme un tableau, comme un tableau Kanban. Donc en fait, dans les daily, les sprint planning, on projetait ça et on discutait.
Ma petite astuce, ce que je conseille à mes équipes, c'est d'éviter que ce soit toujours un animateur qui déplace toujours les tickets. Pourquoi? Parce que c'est sinon, en fait, les autres, ils dorment. Ce qui est important, c'est la dynamique d'équipe, c'est que les gens se réveillent. Donc moi, j'avais tendance à dire, écoutez, ben, celui qui parle, c'est celui qui déplace son post-it, enfin son ticket Jira. Ensuite, concernant les ateliers d'affinage, de user story par exemple, pourquoi? Parce que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est OK, quelqu'un projette un écran, on discute, on débat, bon, ça va, ça peut se faire à distance. Mais quand on doit brainstormer, comment on fait? Eh ben, moi je trouve qu'un des ateliers où on brainstorm le plus, c'est justement quand on essaye de mûrir les user stories. Ce qu'on a fait, c'est que j'ai utilisé Klaxoon. Donc là, c'est créé en petit, mais grosso modo, on crée des post-it. Chaque post-it a une couleur, une légende, pour des épiques, pour des thèmes, et on les déplaçait. Ce que vous voyez en bleu en haut, en fait, c'est les sprints. Pour chaque sprint, je mettais la durée du sprint et je leur demandais de mettre un sprint goal. Et ensuite, on déplaçait. Et grâce à ça, on a tous créé des post-it, on a tous échangé, on a tous discuté, et on a réussi à faire des mûrissements à 5 sprints d'avance. Donc ça marche bien. Ensuite, il y a les fameuses rétrospectives. Alors là, les rétrospectives, moi, je me suis éclatée. Vraiment, j'ai trouvé que c'était super les rétrospectives à distance parce que, j'ai fait joujou avec Klaxoon, j'ai fait plein de formats différents. Donc il y en a quelques-uns qui sont connus. J'ai par exemple fait le GLAD SADMAT, j'ai fait l'étoile de mer et ça marche très, très bien. Et en fait, ce que j'ai trouvé super avec les rétrospectives, c'est que les gens, ils étaient, derrière l'ordinateur, chez eux, au calme. Ils ont pris le temps de créer des post-it, ils ont pris le temps de réfléchir. Et j'ai trouvé que les rétrospectives étaient beaucoup plus dynamiques qu'en présentiel. Et un dernier rituel, donc le PI planning. Pour ceux qui ne connaissent pas le PI planning, en fait, le PI planning, c'est un rituel lorsqu'on fait de l'agilité à l'échelle. Grosso modo, moi, j'avais 4 équipes et le but de ce PI planning, c'est de demander aux 4 équipes de montrer une projection de ce qu'ils allaient livrer pour les 4 prochains sprints. En sachant que ces 4 équipes avaient des adhérences entre eux, on va ensuite tout mettre sur le programme board. Je ne sais pas si on voit ma souris, mais c'est le numéro 5. Donc c'est sur le numéro 5, le programme board. En fait, le programme board, c'est vraiment tout ce qui va être livré dans les 4 prochains sprints par toutes les équipes en prenant en compte les adhérences avec chacun. Et ce que j'ai fait, c'est qu'il faut savoir que ce PI planning, en fait, ça vient de SAFe. Et SAFe Base the Book dit il faut le faire en 2 jours. Et ben en fait, j'ai décidé de ne pas le faire en 2 jours. Pourquoi? Parce que je l'avais déjà fait en présentiel une fois et mes équipes, elles étaient rincées. Et là, à distance, 2 jours avec le casque collé aux oreilles, c'est trop rude. Donc, ce que j'ai décidé, c'est de faire ça en 1 semaine. En gros, du lundi au jeudi, tous les matins, j'allais voir les équipes, les 4 équipes, et je disais maintenant, bah, vous êtes autonomes, les équipes, vous débrouillez pour remplir les team boards. C'est quoi les team boards? C'est le numéro 4. C'est vous débrouiller pour mûrir les user stories et les mettre dans les 4 prochains sprints. Et ce qu'on fait, c'est que toutes les après-midi, on va être un petit groupe de personnes à venir récupérer toute votre matière et le faire converger et le mettre sur le programme board. Et donc, ces personnes, c'était les PO, les Scrum Masters, les experts, etc. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que c'était beaucoup plus efficace parce que Safe by the Book dit de le faire en 2 jours. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait moins d'allers-retours, moins d'échanges. Alors que là, sur 4 jours, bah, les gens, le soir, ils dorment et le lendemain, ils se réveillent avec des super idées et on remodifie le programme board. Ce qui est intéressant aussi, c'est, là je vous parlerai après, c'est que j'ai fait également un vote de confiance et une rétrospective et ça s'est vraiment mieux passé à distance qu'en présentiel. Je vais rentrer un petit peu plus dans les détails dans le slide d'après. Par exemple, en quoi ça s'est mieux passé? Quand je l'ai fait en présentiel, donc on avait un programme board affiché sur un mur, on était une cinquantaine de personnes. En fait, pour pouvoir lire les post-it, il fallait jouer des coudes. Donc c'était pas possible. Donc je ne sais pas si vous imaginez être debout, devant un programme board gigantesque avec des post-it, on bâille, on est fatigué, on a mal aux jambes, on en a marre. L'avantage en fait avec ce format-là, c'est que déjà les personnes étaient en forme parce que c'était réparti sur 1 semaine et grâce en fait à Microsoft Teams qui projetait le klaxon, c'est ce qu'on voit dans le numéro 4, ce qui était possible de zoomer, dézoomer et déplacer. L'autre avantage, c'est ce que j'ai mis en 1, c'est que j'ai coupé le micro de tout le monde. Donc il n'y avait qu'une seule personne qui parlait à la fois. Et ça, c'est super. Parce que quand on est dans un vrai PI, en présentiel, il y a un brouhaha, c'est un cauchemar. L'autre avantage, c'est que lorsque quelqu'un a une question et veut parler, soit il met un petit chat, comme dans le numéro 2, soit il lève la main au numéro 3. Et là, l'animateur dit: «Ah tiens, toi tu as une question? Ben, je te donne la parole».
Et ce qui est super, c'est que du coup, tout le monde peut parler, tout le monde s'entend. Et j'ai énormément eu de questions pendant ce PI planning à distance. C'était super, c'était très fluide, il y avait beaucoup, beaucoup d'échanges. L'autre point positif que j'aime beaucoup, c'est le vote de confiance. En fait, le vote de confiance, on demande à toutes les personnes présentes pendant le PI planning de dire: «À ton avis, est-ce que tu penses que les équipes vont réussir à livrer tout ce qu'elles ont dit?» 3, c'est une note correcte. 2, c'est que ça va pas. Et bien, quand vous êtes devant tout le monde, qu'il y a les parties prenantes, qu'il y a les chefs, ça on n'ose pas trop mettre un 2. Surtout que vous levez la main et que tout le monde voit les doigts que vous affichez. Ce que j'ai demandé en fait, ce que j'ai configuré avec Klaxoon, c'est un vote de confiance anonyme. Et comme c'est anonyme, les gens, ils peuvent dire la vérité. Et j'ai trouvé ça super. Bon là, j'ai eu du bol, le vote de confiance était de 4,5. Autre chose, c'est qu'ensuite j'ai enchaîné avec un rôti. Un rôti pour leur demander, de leur demander leur note de satisfaction. Est-ce qu'ils sont contents, satisfaits ou non de tout ce qui s'est passé concernant la préparation du PI planning et aussi le PI planning? Et là, en fait, les gens aussi, comme c'était un vote anonyme, ils ont voté et le fait de pouvoir voter, après, quand on a fait la mini rétro, ils avaient voilà, c'était assez actif, ils avaient des choses à dire. Quand je l'ai fait en présentiel, en fait, quelqu'un a des améliorations, il y avait personne qui parlait. Déjà parce que les gens, ils sont rincés, puis ils ont pas envie forcément de parler devant tout le monde, un peu compliqué. Alors, donc là, j'ai fait à peu près tous les rituels, agiles classiques et donc la question qu'on m'a posée: «OK Marine, est-ce que tu peux animer un team building?» Ouais, en fait, c'est ce que j'ai fait et le team building, c'est intéressant quand on ne se connaît pas tous. Pour ça, en fait, j'ai utilisé, le jeu Animal Totem. Je vais pas rentrer dans les détails parce que si vous voulez aller sur mon blog, Vie ma vie d'agiliste, en fait, sur ma BD, je décris ça, vraiment, aux petits oignons. Mais grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est que pour animer un team building, c'est possible, à condition de trouver les bons outils. Et par exemple, ce petit jeu, Animal Totem, l'idée, c'est que chaque membre de chaque équipe va trouver une force sous forme d'un animal et une qualité sous forme d'une carte pour définir chaque membre des équipes. Et pourquoi c'est intéressant quand on ne se connaît pas? Parce que, par exemple, dans mon équipe, on était une dizaine et il y a 2 nouveaux arrivants qui sont venus. Alors des nouveaux arrivants en confinement, c'est un petit peu rude des fois. Et là, je leur ai dit: «Écoute», c'était des filles, «tous les autres se connaissent, vous, vous n'êtes pas très connues. Est-ce que vous pouvez, raconter une anecdote pour vous définir? N'importe quoi, tout ce que vous voulez». Et donc ces filles ont commencé à raconter une petite anecdote et à partir de là, j'ai demandé aux autres membres des équipes, voilà, par rapport à ce qu'elles ont raconté, essayer de trouver leur animal totem et ça a très bien marché et ça a permis en fait de briser la glace et de créer un lien. Ensuite, concernant le fait de régler des conflits, alors ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et pendant le confinement, je pense que tout le monde s'en doute parce que vous l'avez sûrement vécu, on est fatigué, on est stressé, on est un peu sur les nerfs, on est crevé, on voit pas les gens. Et les petits soucis, ça monte très, 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 très vite. Et j'ai une équipe où j'ai l'EPO et la Scrum Master, qui se sont embrouillés à un moment pour une histoire, qui peut sembler anodine et pourtant c'est monté très, très vite. Ce que j'ai fait, c'est les petits conseils, c'est agir tout de suite. Et surtout ne pas dire: «Oh c'est pas grave, c'est une embrouille, ça va se tasser». Non, non, il faut agir tout de suite. Et justement, si c'est une petite embrouille de rien du tout, en 2 secondes, c'est réglé. Vous n'êtes pas à 2 secondes près. Croyez-moi, ça vaut le coup. Et surtout, rester hors du conflit, c'est-à-dire rester neutre. Ce que j'ai fait, par exemple, pour ça, c'est que je les ai appelés tout de suite un par un. Alors ce qui est drôle, c'est que les 2 m'ont dit: «Mais non, mais Maryline, c'est pas grave, on n'a pas le temps, on doit travailler, c'est bon, il y a pas de souci». Et j'ai insisté, je leur ai dit: «OK, tu dis qu'il y a pas de souci, très bien. Moi, j'ai entendu qu'il y avait un souci en réunion, c'est pas grave, est-ce qu'on peut juste discuter? Moi, je me sentirais mieux comme ça, au moins ça t'amuse». Je les ai appelés. Alors le fameux «il y a pas de souci», c'était blablabla, blablabla, bla, «mais l'autre il exagère, mais tu as vu ce qu'il a dit, mais je suis pas d'accord», après tout ce que j'ai fait et en fait la personne elle en avait gros sur la patate. Donc je l'ai écoutée. Il suffit pas juste d'écouter, parce que juste écouter, à un moment, faut régler les choses. Je l'ai écouté et ensuite j'ai essayé de lui de l'aider à via des questions, à lui faire ouvrir les yeux sur ce que pense peut-être l'autre, en disant: «Mais est-ce que tu es sûr que l'autre a fait ça exprès?» «Ah oui, oui, je suis désolée, de ce que tu me racontes, il y a pas de preuve factuelle qu'il l'a fait exprès». Et en fait, c'est comme ça que j'envoie des petits messages pour dire: «L'autre n'avait pas forcément intentionnellement l'envie,
de te nuire. Et peut-être qu'en fait, il y a une autre raison. La raison, je la connais pas. J'essaye d'être neutre, mais je suggère ce genre de choses. Quand j'ai discuté après avec les 2 personnes, j'ai tout de suite enchaîné avec un team building curatif. Donc j'ai appelé tous les autres membres des équipes en disant: «Est-ce que vous pouvez être dispo s'il vous plaît à 18h? C'est important, parce qu'il y a le PO et le Scrum Master qui il y a un petit peu de tension, est-ce qu'on peut faire quelque chose?» Ils ont tous accepté. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait l'animal totem, mais sous un autre format. Donc j'ai demandé à chacun de trouver l'animal totem de chaque membre des équipes et j'ai un peu orienté, j'avoue. Et ce qui est intéressant, c'est que le PO et le Scrum Master pensaient certaines choses et ce qui est intéressant, c'est de faire parler les autres membres des équipes. Et les autres membres des équipes ont dit: «Ben, tu sais, PO, moi, ce que j'aime bien chez toi, c'est ceci, c'est cela». Ça l'a valorisé, il se sentit bien. Et il a ensuite entendu le Scrum Master dire: «Bah oui, moi, je suis d'accord. Ah tiens, en fait, le Scrum Master, bah, faut croire qu'il m'apprécie». Bah oui, il t'apprécie. Il est peut-être pas d'accord sur un élément, c'est pas pour ça qu'il t'apprécie pas. Et en fait, le PO, il avait besoin d'entendre ça. Et ensuite, ce que je leur ai montré, c'est grâce à ce petit jeu Animal Totem, ensuite le jeu, de manière automatique, il regroupe en fait toutes les cartes animales et toutes les cartes qualités de chacun, et il fait l'Animal Totem de l'équipe. Et là, c'est vraiment le pur hasard, et moi j'étais plutôt contente, c'est qu'on est tombé sur Otari attentionné. Tu as une bonne humeur que rien n'affecte et ton attention. Et là, le petit message que j'aurais dit, je lui dis: «Voilà, bah, des fois on s'embrouille, c'est comme dans une famille, il y a des hauts et des bas, mais vous voyez, vous êtes attentionné. En fait, vous essayez de faire bien, vous faites quand même attention aux autres et vous êtes souvent de bonne humeur» et cetera. Il s'est vraiment passé quelque chose. Ça a vraiment fait du bien à tout le monde et d'ailleurs aujourd'hui, le PO et le Scrum Master s'entendent très bien, c'est réglé. Alors ensuite, animer un atelier pédagogique. Et oui, ça aussi c'est possible. Alors déjà, se poser la question, c'est quoi un atelier pédagogique? Un atelier pédagogique, c'est un atelier qui va aider les gens à prendre conscience, d'une pratique, d'un concept. En faisant comment? En les faisant tester. Pour ça, pour qu'ils puissent tester, il faut un environnement créatif, avoir un petit peu de lâcher prise, un côté ludique, un côté fun. Attention, le côté fun ne doit pas prendre le pas sur la pédagogie. Je dis ça parce que j'ai déjà assisté à des jeux Lego for Scrum où en fait les gens étaient tellement à fond sur les Lego qu'ils avaient oublié que le but du jeu c'était de comprendre Scrum et qu'ils voulaient absolument finir la maison. Donc gros travail au niveau de l'animateur, le cadre, le cadre, le cadre. Et ce qui est important, c'est le débriefing de fin. Parce que, OK, on a appris des choses, on s'est amusé, mais le débriefing, c'est le petit message que les gens vont garder, qui va rester ancré. Alors, j'ai pas eu l'occasion de faire ça. Par contre, en tant que participant, j'ai participé à un jeu qui s'appelle Scratch for Scrum de Nathanaël Richon. Donc c'est le principe, c'est Lego for Scrum avec Scratch. Grosso modo, avec d'autres personnes, on a appris, les rituels Scrum en utilisant l'outil Scratch. Alors Scratch, c'est quoi? C'est une application qui apprend aux enfants à coder. Heu, Même si, vous pouvez me dire: «Ah oui, mais mes équipes, c'est pas des développeurs», je vous assure, les enfants de 7 ans y arrivent, donc c'est possible. Et là, par exemple, on s'est fait un peu plaisir, on a fait un un dinosaure policier qui demande l'attestation et lorsqu'il tombe sur la chauve-souris qui en a pas, hop, il lui mord les fesses. Voilà, bon, on se fait plaisir comme on peut, hein, on s'occupe comme on peut. Alors ensuite, il y a les fameuses pauses café. En gros, moi, mon retour d'expérience, c'est que j'ai réussi à coacher mes équipes de A à Z, tout s'est très bien passé, excepté pour les pauses café. C'est-à-dire que moi, les pauses café, ça m'a beaucoup manqué. Alors, les pauses café, il y a 4 choses qui me sont utiles. Le premier, c'est le réseau. Oui, en tant que coach agile, en fait, c'est important de copiner à droite et à gauche parce qu'il y a parfois des enjeux politiques et voilà. Donc comment j'ai fait ça à distance? C'était un peu plus difficile. Je venais tôt en réunion. Début des réunions, il y a toujours des petits retardataires et j'ai essayé de choper ceux qui étaient là en disant: «Oui, salut, comment on se connaît pas, je me présente, patati patata» et ça a aidé. Ça marche moins bien qu'en présentiel, mais ça marchote. Le deuxième, c'est, les petits potins. Les petits potins, c'est utile aussi quand on est coach parce qu'il se passe beaucoup de choses, hors des réunions officielles. Là, pareil, petite difficulté, j'ai eu besoin d'aller chercher les petits potins. Donc j'appelais, ma N+1, mon N+2: «Ah salut, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ah au fait, tu sais pas?» Voilà, ça marche aussi. Le troisième, ben, les pauses café, c'est bien pratique pour régler des problèmes sur un coin de table. Là aussi, plus de pause café, ben, j'ai fait un petit effort, j'ai appelé les personnes en disant: «Écoute, là, il y a un souci, est-ce qu'on peut se voir?» «Bah non, j'ai pas le temps». «Oh, je t'assure, c'est juste 5 minutes». OK et on s'appelle. Par contre, là où j'ai pas réussi à trouver un équivalent,
c'est, voir mes collègues en face à face. Alors, j'ai essayé les pauses café virtuelles, ça ne marche pas. J'ai pas besoin forcément de toucher mes collègues, mais j'avoue que j'ai besoin de sentir leur présence. C'est pas que je m'amuse à sentir leur odeur, mais le fait qu'ils soient là, qu'ils soient à côté, il y a quelque chose qui se passe et au niveau de mes émotions, au niveau de mon moral, moi, ça joue et moi, mon ordinateur, bah, il y a pas trop d'odeur, il est un peu tristoun, ça le fait pas. Voilà, bon, chacun son truc, hein et je me suis posé la question: «Et pour les autres, comment est-ce qu'ils le vivent?» Et j'ai interviewé des personnes, donc là encore, je vais pas aller trop dans les détails. Je vais pas aller trop dans les détails, parce que tout est décrit dans ma BD. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des personnes qui avaient besoin de faire des pauses pour pouvoir retravailler. Typiquement, les développeurs. Les développeurs, en fait, ben, quand ils travaillent, ils ont la tête dans le guidon, c'est très voilà, c'est très intellectuel. Ils ont besoin des fois de faire un petit psht, un petit flush et hop, les nouvelles idées arrivent. Donc par exemple, Thomas, son petit truc, c'est, quand il en avait marre, qu'il a du mal à réfléchir, sur, Slack qui est un channel pour chatter avec tout le monde, il il tapait: «Stop!» Tout le monde fait un petit contrôle V. Tout le monde jouait le jeu et en fait, ce qui est rigolo, c'est quand on fait un contrôle V, c'est qu'on retrouve par exemple que quelqu'un, en fait, a fait un copier-coller d'un site sur Decathlon ou, d'un message avec sa femme, voilà, c'est rigolo. En ce qui concerne Mickaël, lui, en fait, il a pas trouvé d'équivalent. Pourquoi? Parce que quand il travaille, c'est quelqu'un d'introverti qui aime bien travailler seul et quand il avait des bugs, quand il a des bugs, en fait, quand il a des bugs qui tournent en rond, ben, il aimait bien aller, squatter les pauses café, écouter les gens parler, dire: «Oh bah, tu sais, moi j'ai un petit souci, sur ce problème-là». Il cherchait pas des conseils, mais le fait de parler aux gens, tout d'un coup, hop, il y avait une idée. Malheureusement, en confinement, dû à sa grande, introversion, il n'a pas osé demander des pauses café virtuelles pour trouver des solutions. Voilà. D'autres personnes, en fait, avaient besoin d'un lien social au travail. Oui, voilà, les copains, les collègues, c'est pareil, c'est cool, ça fait du bien. Alors qu'Erwin, lui, en fait, il s'est rendu compte que, le fait d'être à distance, il y avait plus de formats de communication, beaucoup plus riches que les pauses café. Alors il était ravi. Concernant Anne, Anne, en fait, elle était un peu comme moi. En fait, elle se disait: «Bah non, j'ai besoin de voir physiquement mes collègues, sentir un petit peu leur odeur». Voilà, on est tous différents. Et il y a également des personnes comme Sylvie qui, elle, m'a dit: «Ben moi, pour moi, le confinement, c'est la fête, c'est une opportunité. Enfin, je détestais les récréations et j'ai enfin trouvé le moyen d'être efficace au travail sans me coltiner les autres». Eh oui, ça existe. Et puis après, le 11 mai, notre Premier ministre, nous a annoncé le déconfinement par étapes. Parce qu'effectivement, même si le virus continue à être là, il était important de reprendre une vie normale et de relancer l'économie. Le déconfinement partiel. Le 11 mai, en fait, il y a eu la première étape. Je rentre pas dans les détails, mais grosso modo, ce qui a changé pour moi, c'est adieu attestation. Youpi! Je pouvais enfin sortir sans remplir ce fichu papier et je pouvais enfin revoir des amis et des membres de ma famille, même si c'était à l'extérieur, sur un banc. Comme mes amis habitent loin, on n'avait pas envie de se prendre une amende et en fait, on est resté assez éloignés pendant quelques temps. L'étape 2, en fait, le 28 mai, on a, les écoles qui ont commencé doucement à réouvrir. Là où c'était super pour moi, c'est que mes enfants ont réussi à avoir un jour, à l'école et donc j'ai pu retourner au travail pendant un jour et ça m'a fait un bien fou. Alors, il faut savoir que le retour au bureau avec les distanciations sociales, c'est un peu bizarre. Déjà, on a le masque. Déjà, quand j'ai pris le métro, j'ai trouvé ça bizarre parce que j'ai jamais vu les gens aussi disciplinés de toute ma vie. J'avais l'impression d'être au Japon, ça m'a vraiment plu. Et au bureau, alors au bureau, petite histoire, j'étais un peu perdue. J'avais pas compris le concept. Ils avaient mis des pas un peu partout. Alors il y avait des pas qui allaient, dans un sens et des pas qui allaient dans l'autre sens et moi je me suis trompée de sens. Bon, je me suis fait un peu gronder par le vigile qui m'a dit: «Bah, ma petite dame, les pas, faut aller dans un sens» et je lui ai répondu: «Mais vous savez, moi quand j'étais petite et que je regardais par terre, ma mère elle me grondait, elle me disait: "Mais si tu continues à regarder par terre, tu vas te prendre un mur"». Bon, ça l'a pas fait rire, tant pis. Mon humour ne marche pas tout le temps. Bref, et après ce qui m'a fait rire aussi, c'est quand je suis rentrée dans l'ascenseur, ils avaient mis des pas pour expliquer qu'on était bien limité à 2 personnes. Moi, ce qui m'a contrariée, c'est que les pas allaient dans un sens. Donc grosso modo, celui qui est en face, en fait, il voit enfin celui qui est derrière voit les fesses de l'autre. Bon, bah, j'étais pas d'accord, je me suis retournée. Voilà, voilà. Et blague à part, c'était assez bizarre. Je suis retournée au bureau pour pouvoir travailler de nouveau avec mes collègues à distance. C'est un concept assez particulier et en même temps, j'étais très contente parce que ça a fait une coupure. J'ai pu voir mes collègues, j'étais bien.
Ensuite, la dernière étape, assez récente, le 22 juin, c'est la France. Toute la France était au vert. Ah oui, parce qu'avant, il y avait la petite partie, hein, c'est comme les irréductibles gaulois, la petite partie Île-de-France qui était encore orange. Eh oui, c'est nous les Parisiens. Bref. Et là, mes enfants ont pu retourner à l'école 4 jours et j'ai commencé à retourner au travail 2 jours, puis un peu plus. Et la dernière étape, c'est que j'ai appris qu'à partir de lundi, je devais retourner avec tous mes autres collègues à temps plein au siège. Au début, ça m'a fait un peu bizarre. Je ne vais pas rentrer dans le débat. Est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Les dirigeants ont choisi, ils ont leurs critères, ils ont tout pris en compte et moi, je leur fais confiance. Voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Ce que je me dis, c'est voilà, c'est comme ça, c'est fait. Maintenant, comment je vais me débrouiller? Comment je m'adapte? Ben, personnellement, j'ai décidé à partir de lundi de garder mon masque. Par contre, quand je vais discuter avec les copains, en plus j'ai une petite voix avec le masque, personne ne m'entend, c'est de retirer mon masque, mais de garder une distance d'1 mètre. Je ne ferai pas la bise. En plus, moi, ça m'arrange parce qu'il y a trop d'hommes au travail. J'en ai marre de faire la bise, c'est compliqué. Donc, je vais faire des petits trucs comme ça. Et l'autre truc que j'ai aussi anticipé, c'est qu'on va être nombreux, en fait, à faire des réunions à distance, car dans les salles de réunion, c'est limité à 3-4 personnes. On est parfois dans des équipes où on est 20, 30. Et j'ai prévu le coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit ordinateur et je vais trouver des petits coins. Déjà, j'ai repéré un petit coin où personne ne va, voilà, parce qu'il n'est pas très glamour, mais moi, je m'en moque, parce que j'ai besoin de calme. J'irai et je travaillerai pépère. Il y a toujours moyen de s'adapter. Et ensuite, la troisième phase, celle que j'espère et que je pense qu'on est nombreux à espérer, c'est le fameux déconfinement total. Youpi! Et là, j'ai interviewé des personnes et je leur ai demandé, voilà, imagine que demain, c'est déconfinement total. Par rapport à ce que tu as vécu, est-ce qu'il y a des choses que tu vas garder? Et donc, il y a par exemple Thomas, développeur, qui a dit: «Bah, c'est super. En fait, mon entreprise s'est déjà actée. Elle s'est rendue compte qu'en télétravail, on était très efficace et même les dirigeants ont apprécié de rentrer tôt chez eux et de s'occuper de leur petite famille. Donc, ils vont instaurer le télétravail partiel». Il faut à savoir, c'est pour ça que je parle de Thomas, c'est que son entreprise était totalement contre le télétravail avant. Parce que son entreprise avait une croyance, pensait que les gens en télétravail allaient tous glander et que la productivité allait chuter. Et ça n'a pas été le cas. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui glandent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même une grande majorité de personnes qui ont envie de garder son travail, son salaire et qui se bougent. D'ailleurs, en passant, pour la petite histoire, mon équipe, j'avais fait un PA planning en présentiel la veille du confinement. Et certaines personnes avaient mis un vote de confiance 2 sur 5. Quand je leur ai demandé pourquoi, ils m'ont dit parce qu'on sent que le confinement nous pend au nez et on n'est pas prêt à faire du télétravail, on n'a pas les outils, ça va être la cata. On n'arrivera jamais à tenir les délais. Ben, figurez-vous que 3 mois après, ils ont tenu tous les délais. Ils ont réussi à s'adapter, même si c'était difficile, et se sont rendus compte aussi qu'à distance, il y avait des avantages. Et les dirigeants étaient contents, ils ont remarqué que la productivité était là. Deuxième témoignage, Fanny, coach agile, a dit: «Ben moi, je trouve que c'est génial les rétrospectives et je les garderai en ligne. Parce que je me suis rendu compte qu'à distance, les gens s'ouvraient plus, parlaient plus. Ils étaient chez eux dans un environnement où ils se sentent en sécurité». On parle souvent de sécurité psychologique, et ça peut être une astuce. Elle s'est aussi rendue compte qu'elle avait trop la tête dans le guidon avec ses équipes et que le fait de prendre un jour de télétravail, c'est-à-dire de couper les liens physiques avec ses collègues, ça lui permet aussi de prendre du recul. Et le reconfinement. Y aura-t-il, oui ou non, une deuxième vague? Alors ma réponse est simple, c'est qu'en fait, heu, je ne suis pas experte et je n'ai pas non plus de boule de cristal. Et d'ailleurs, en passant, même les experts se trompent. Je dis ça, je dis rien. Donc je ne vais pas rentrer dans ce débat. Je vais plutôt me poser la question: «OK, comment faire si demain, il y a un reconfinement?» Eh bien, c'est simple, on fera comme la première fois. C'est-à-dire qu'on va être créatif, on va trouver des solutions, on va être solidaire, on va s'adapter et vivre l'intelligence collective. Et ce que j'ai remarqué, heu, particulièrement peut-être en France, dans mes équipes, c'est quand on se prend un mur, quand on n'a plus le choix, en fait, on arrive à faire plein de choses. Typiquement, être efficace en télétravail. Avant, j'entendais: «Mais non, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais». Les clients chez qui je suis, ils n'ont pas le choix et ils ont tout dépoté. Par contre, la question que je me pose, c'est: «OK, est-ce qu'on a toujours besoin, en fait, de se prendre une claque pour se bouger les fesses?» Pas forcément. Et je ne sais pas si vous connaissez cette petite histoire, en fait, du colibri. Cette petite histoire du petit colibri, ben, c'est il y a un incendie. Il y a un incendie et il y a un petit colibri qui prend des petites gouttes d'eau pour essayer d'éteindre cet incendie. Et puis il y a un tatou, un petit peu hautain, moi je l'imagine un peu hautain,
qui dit: mais mon pauvre petit colibri, tu es complètement naïf, hein. Tu crois vraiment qu'avec tes petites gouttes, tu vas réussir à atteindre l'incendie?» Et le colibri, ce qu'il dit, c'est: «Je le sais, mais je fais ma part». Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que si tout le monde faisait sa part, en fait, on s'en sortirait. Et là, moi, j'ai pas de réponse pour vous. Personnellement, j'ai mes petites actions que j'ai gardées en tête, que j'ai commencé à lister pour faire ma part de colibri. Et je me demande, est-ce que vous, vous auriez aussi envie de participer à ça? Autre truc, et si on commençait aujourd'hui? Plutôt que de se dire: «Oui, je ferai ma petite part du colibri, mais demain, 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 demain». Là, j'ai une petite citation anonyme que je trouve très intéressante, c'est: «La première fois, c'est une erreur, la seconde, c'est qu'on le fait exprès». À méditer. Et en passant, en agilité, ce qu'on dit, c'est que c'est important d'apprendre de ses erreurs. Hop. Et voilà, j'ai essayé de respecter mon timing, j'ai même du temps pour des questions, je vais avoir à peu près 10 minutes. Donc merci à tous. Pour la suite, mes slides, je vais les mettre, je pense, ce week-end sur mon site qui s'appelle marylincol.com. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller sur mon blog Vie ma vie d'agiliste et de lire la BD L'agilité à l'épreuve du confinement. Vous aurez des informations que j'ai déjà mis ici en plus détaillé et je suis en train de préparer d'autres articles aussi. Voilà. Je pense que c'est bon, je vais couper mon share screen et voilà. Et si vous voulez, je peux même mettre ma caméra. Voilà, c'est moi. Coucou, coucou. Du coup, tu as un certain nombre Et de qui a des questions dans la questions? partie question and answer. La première et la plus plébiscitée étant est-ce que tu as OK. prévu d'écrire un livre? En fait, je sais pas écrire des livres. En fait, moi, ce que je sais, c'est alors ça dépend quel écrire une BD, je peux. Écrire un livre, je sais pas faire. Après, s'il y a quelqu'un qui sait écrire et qui veut coécrire avec moi, ça m'arrange. Ça me rappellera la fac. C'est moi qui avais les idées et c'est l'autre qui faisait les rapports. Voilà. Est-ce que tu as regardé dans D'autres l'onglet questions? question and answer? Oui. Ah oui, j'ai l'impression qu'il y a un côté nouveauté, découverte et progression dans ton expérience. Mais penses-tu que cette nouvelle dynamique peut durer sans jamais réutiliser le mode présentiel? Alors effectivement, Cyril, tu as raison. J'ai eu un gros coup de stress quand j'ai dû me débrouiller à distance. Et effectivement, le fait de ne pas avoir le choix, ça a réveillé ma créativité. Et là, je me suis éclatée. Je suis quelqu'un de très créative. Et j'ai découvert plein de choses. J'ai appris plein de choses. Et comme je disais, moi, le présentiel, ça m'a manqué. Les gens m'ont manqué. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a besoin des autres aussi pour être créatif. Si je suis toute seule chez moi, à un moment, je n'ai plus d'idées, c'est la page blanche. Et justement, ce qui a aussi débloqué ma créativité pour faire ma BD et pour faire cette conf, c'est que j'ai commencé à gribouiller des choses et je me suis dit: «Je vais balancer ça sur mon blog et de toute façon ça va peut-être faire flop». Et à ma grande surprise, il y a plein de personnes qui ont échangé avec moi et le fait que les gens partagent mes BD, fassent des commentaires, sachez que ça contribue au blog. Ça me donne des idées, je dis: «Ah mais il a raison, mais oui, hop, 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 il y a des idées, il y a des idées, il y a des idées». Voilà. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je suis également coach professionnel et j'en ai pas parlé là parce que ça c'est surtout l'agilité. En tant que coach professionnel, j'avais des clients, j'en avais 5 et je me suis dit: «Mince alors, maintenant que c'est le confinement, je vais perdre mes clients». Parce que je faisais ça en face à face et j'ai dû m'adapter et aujourd'hui, en fait, j'adore coacher au téléphone parce que je me rends compte que justement au téléphone, il y a plein de nouvelles choses qu'on peut faire. J'ai un client, en fait, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un d'assez actif et je lui dis: «Bah, écoute, tu sais quoi? Pour notre prochaine séance, tu prends tes écouteurs et tu marches et si tu veux, tu cours». Donc ça, c'est marrant parce que moi, je suis chez moi en train de discuter et le mec, je l'entends, il est essoufflé, il est en train de courir. Et ben, le fait de courir, ça l'a beaucoup aidé dans son coaching. Ça l'a aidé à avoir des nouvelles idées. J'ai aussi des personnes qui m'ont dit: «Ben, est-ce que je peux fumer?» «Bah, tu chez toi, fais ce que tu veux, hein, c'est toi qui fais le ménage». Donc ils fument. Il y a plein de trucs comme ça et j'ai aussi une cliente qui, à un moment, s'est mise à pleurer et ça m'est déjà arrivé que quelqu'un pleure en face à face. C'est particulier la première fois et moi, je me sentais un petit peu, je trouvais que ça manquait de voilà, je me sentais un peu gênée en disant: «Elle pleure, je suis devant elle, bof». Et ben, à distance, ça passe beaucoup mieux. La personne, elle pleure, moi, je l'écoute et c'est beaucoup plus respectueux, je trouve. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Si ça répond pas à la question, vous posez une autre question. Cécile, animal totem peut-il servir dans une équipe où tout le monde se connaît? Oui, en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait pour
Pour les personnes qui ne se connaissent pas, c'est super. Et pour les personnes qui se connaissent, c'est super aussi. Et ce qui est intéressant quand les gens se connaissent, c'est que ça permet parfois de renforcer des choses en disant, ben, il y en a un par exemple qui m'a dit, ben, je ne m'étais pas rendu compte que les gens appréciaient le fait que je sois très analytique. Je pensais que j'étais chiant. Et les gens ont dit, mais non, en fait, on adore que tu sois analytique parce qu'il faut bien qu'il y en ait un. Et ce genre de message peut vous dire que ça fait chaud au cœur. En tout cas, bon, ça s'est pas vu, il avait la caméra coupée, mais je pense que ça lui fait un petit truc. Voilà. Et si tu veux en savoir plus, Cécile, tout est décrit sur mon blog. Le jeu Animal Totem, il est super, il est facile à utiliser. Moi, je l'adore. Fred, tu n'as pas organisé de visio apéro ou de loup-garou en ligne. Alors, j'ai pas fait de loup-garou en ligne parce que les personnes chez qui je travaille, c'est pas mal de personnes sont dans le contexte banquier. Et moi, je suis arrivée avec mes petits dessins, ça leur fait déjà bizarre. En fait, quand je suis arrivée dans les équipes, j'ai commencé à faire leurs avatars. Ils m'ont dit, c'est qui cette nana qui nous dessine? Oh, ok, donc il faut y aller doucement. Le loup-garou en ligne, c'est pas pour tout de suite. J'ai essayé les cafés virtuels et ça a fait flop. Ça a fait flop parce que au début, c'est nouveau. Donc les gens se connectent et puis il y a moins en moins de personnes qui se connectent. Et puis c'est souvent les mêmes personnes qui parlent. Et qui sont les personnes qui parlent? Bah, les personnes comme moi qui sont en manque en manque d'amis. C'est pas terrible. Ça n'a pas marché, ça a fait flop. En tout cas, pour moi, ça fait flop. Et pour les, alors que dit Stéphane? Et pour les ateliers hybrides, présentiel, distanciel, des idées? C'est une excellente question. En fait, j'ai déjà commencé, vu que je suis 2 jours sur 5 sur site. Je passe à temps plein lundi et j'ai pas été convaincue. Pourquoi j'ai pas été convaincue? On a essayé d'être en présentiel avec une pieuvre. Pour ceux on était par exemple 3-4 en présentiel, les autres à distance. Avec la pieuvre, on s'entend mal, ça capte mal. J'ai essayé de taper sur Klaxoon, de dessiner des choses. Et on s'est vite rendu compte que là où on était plus efficace, c'est en déconnectant la pieuvre et en demandant à chacun qui était en présentiel de reprendre son casque. C'est un peu triste. On était côte à côte et en même temps, on était à distance. Et en plus, quand on fait ça, que chacun a son casque, en étant côte à côte, on discute à distance, on entend la voix de la personne dans le casque et juste à côté. Au niveau du son, c'est très perturbant. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, moi, je fais partie des gens qui ont dit j'en ai marre. J'ai pris mon ordinateur, mon casque et je suis partie à un autre étage pour pouvoir mieux entendre. Voilà. Donc non, j'ai pas d'idée, mais si on a, allez-y. JP, vas-tu donner des cours ou formations sur la facilitation graphique? Des vidéos peut-être? Jean-Pierre, veux-tu me proposer un partenariat sur Scrum Life? Eh bien, écoute, pour la petite histoire, j'ai des personnes, suite à ma BD, qui m'ont dit, Marine, tu dessines super bien, comment tu as fait? Et en fait, je me suis mis à la facilitation graphique depuis il y a 2 ans. Et c'était justement pour Agile France 2018. Et mes slides sont sur mon site pro et vous verrez qu'il y a une grande différence entre mes premiers dessins et aujourd'hui. Donc j'ai des petites astuces à donner, je suis en autodidacte et si ça vous intéresse, peut-être que comme c'est JP, j'en profite, comme il posait la question, bien fait pour toi Jean-Pierre, on pourra peut-être faire un petit partenariat. Voilà. Est-ce que quelqu'un a d'autres Je crois questions? que nous avons épuisé et le temps et le sujet. Tout d'abord, merci. Ça marche, oui. Voilà, c'est ta deuxième Bah, merci à vous. participation à un événement que je qualifierais d'Agile France, effectivement. Et à chaque fois, tu remplis la salle, ce qui est assez impressionnant. Ouais. Merci. Oui, en plus. Donc, Et je vous ai gardé éveillé jusqu'à du coup, on 22h30 et retient que ça, c'est l'année cool. prochaine, tu reviens avec un sujet sur la facilitation graphique. Donc, c'est une grande annonce que faite et que nous publierons demain J'ai pas sur dit tous ça, les on comptes verra. officiels Agile France. Donc, merci encore à tous les participantes et les Ça marche. participants. Je vais repasser en mode table. Ah oui. Attendez, juste 2 secondes, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc parce que je m'égare. Je parle, mais j'ai oublié quelque chose. Hop. Si les gens, vous êtes encore réveillés et vous avez 30 secondes, j'ai un petit service à vous demander. Si j'y arrive. J'aurais dû demander ça avant.
Tu sais que tu vas pouvoir le mettre dans le chat, en fait. Tac. Pardon. Justement, est-ce que vous pourriez me rendre un petit service, que vous ayez aimé ou pas aimé la conf, pouvez-vous me mettre un petit rôti, s'il vous plaît? Donc, dans le chat, pour le coup. Avec un commentaire aussi, ça aide. Dans le, sur le rôti. En fait, sur le chat, j'ai mis le rôti, donc cliquez sur rôti express et Ah, merci Alain. Alain met un 6 sur 5. Pour la petite histoire, Alain est mon N+1 chez mon client. Ben voilà. Donc, gardez le petit lien Parfait, rôti, si vous pouvez le très remplir, bien. ce serait Et cool. bien donc, Voilà. je vais rebasculer en mode salle. Et donc, si les gens veulent discuter avec toi, ils peuvent s'installer à ta table Oui. pour continuer cette discussion jusqu'à 22h45. Ok. Ça se clôturera fort naturellement jusqu'à demain. Merci beaucoup. Ça marche. Et Fred, non, je suis pas venue avec mon compteur.